Bonjour. Le sujet de cette présentation va porter sur l'évaluation économique des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, les travaux que j'ai eu l'occasion de mener depuis une vingtaine d'années et leurs répercussions éventuelles. Donc à la demande de Juliette, je vais commencer par quelque chose d'assez général sur l'évaluation environnementale en économie. Ensuite, je présenterai l'historique de mes travaux par ordre chronologique, ainsi que les différentes contributions que ces travaux ont pu amener. Et enfin, l'impact politique de chacun d'entre eux en France et quelques pistes pour l'étranger. Donc, comme tout le monde n'est pas forcément économiste, je vais commencer par préciser pourquoi les économistes cherchent à mettre une évaluation monétaire sur l'environnement. La raison, c'est que les ressources étatiques sont limitées, si bien que l'État doit faire des choix dans les domaines de l'action publique. Il y en a un certain nombre, et même à l'intérieur de ces domaines, il doit privilégier des politiques. Et la meilleure façon d'investir de l'argent public est de déterminer le lieu dans lequel l'investissement sera entre guillemets le plus rentable, c'est-à-dire pour une somme donnée investie, on va améliorer le bien-être de la population de la façon la meilleure possible. Donc en évaluant les coûts et les bénéfices des différentes actions que peut mener l'État, on va pouvoir déterminer, en les exprimant dans une grandeur commune, donc des euros, pour pouvoir les comparer plus facilement. On va évaluer l'ordre de grandeur des enjeux. On va permettre un arbitrage qui soit cohérent entre les différents domaines de l'action publique, contribuer à déterminer des seuils jusqu'auxquels on peut aller de façon légitime et fixer des normes, des permis, des droits pour limiter les émissions atmosphériques, par exemple. Donc, ceci est à la base de l'analyse coût-bénéfice, qui en fait a commencé il y a environ un siècle par la navigation aux États-Unis et qui s'est peu à peu répandue dans les divers domaines, l'agriculture, le transport, l'éducation, l'environnement, etc., jusqu'au calcul des ratios publics d'efficacité et de profitabilité. Et donc on voit que dans cette évolution, la sphère non marchande a été peu à peu mobilisée. La navigation, c'était vraiment amener des marchandises d'un point A à un point B de façon plus efficace possible, où localiser les ports, quelle ligne de transport mettre en œuvre. Et quand on arrive à évaluer l'environnement, la santé, le social, il y a toute une dimension non marchande que l'économiste a dû investir. Donc maintenant, ce sont des choses qui sont utilisées, ces analyses coût-bénéfice, dans le domaine privé, par les États et même par les organismes supranationaux, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, mènent de telles analyses très régulièrement. Ensuite, il y a l'aspect juridique qui a poussé à leur développement. En France, en mai 1971, le Conseil d'État a incité les juges à prendre en compte l'utilité et la désutilité d'un projet public avant de le mettre en œuvre. 10 ans plus tard, aux États-Unis, sous la mandature de Ronald Reagan, il y a eu un décret qui demandait aux agences fédérales de faire une étude d'impact pour toute mesure qui soit susceptible d'avoir un impact supérieur à $1 million. En 1986, au niveau de l'Europe, l'acte unique européen a demandé, lors de la mise en œuvre de politiques environnementales, à ce qu'il y ait une évaluation des coûts et des bénéfices de l'action, mais également de l'inaction, combien ça coûterait de ne pas intervenir. Et il y a enfin deux marées noires, celle de l'Exxon Valdez en 1989, pour laquelle ExxonMobil a été condamné à payer pour des dommages environnementaux marchands. Les pêcheurs n'avaient pas pu pratiquer leurs activités, il a fallu nettoyer les côtes du fait de la marée noire, donc là ça représente bien un coût marchand, mais également Exxon a été condamné à payer pour préjudice écologique, c'est-à-dire des dommages non marchands du fait de désagréments occasionnés par la marée noire auprès des propriétaires, auprès des personnes qui n'avaient pas pu bénéficier de côtes préservées. Et en France, il y a eu, suite à la catastrophe de l'Erika, la marée noire de l'Erika en 1999, il y a eu un processus qui a été mis en route et qui a abouti tout récemment en août 2016 à ce que le Code civil français intègre le préjudice écologique, qu'il définit comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Et donc là, la réparation qui est demandée doit être de façon privilégiée en nature et si c'est impossible, le juge peut demander une réparation monétaire. Donc tous ces éléments font que la valorisation devient nécessaire, soit juridiquement, soit pour calculer quelle est la meilleure stratégie à adopter pour un coût donné. Donc comment valoriser? Donc les économistes ont quelque chose de très pratique qui leur est proposé, c'est le marché. Sur les marchés vont se confronter des offres et des demandes, et donc on va obtenir facilement un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre.
Donc ça, cela fonctionne très bien pour les biens et services marchands, et le marché constitue le lieu privilégié de la révélation des préférences des individus pour certaines composantes de l'environnement. Donc pour la dimension marchande et les valeurs d'usage, les marchés existent, c'est très bien. Par contre, pour la dimension non marchande, il n'y a pas de marché. C'est le cas de la vie humaine, c'est le cas du bruit, de la douleur, du temps passé, des aspects esthétiques. On parle de valeur et non plus de prix. Et donc là, c'est plus difficile d'obtenir une révélation des préférences des individus pour des valeurs non marchandes. Il existe néanmoins deux manières de faire. La première, c'est de s'appuyer sur un marché existant sur lequel les individus font déjà des arbitrages qui impliquent du non marchand. Donc la méthode privilégiée dans ce cas-là, c'est de révéler de façon indirecte les consentements à payer des individus pour une composante non marchande. Sur le marché immobilier, par exemple, un bien immobilier est caractérisé par un certain nombre de caractéristiques physiques, superficie, exposition, nombre de pièces, nombre de salles de bain, étage, et aussi des caractéristiques non marchandes, telles que la proximité d'un parc, la proximité de la mer, la vue, ou la proximité d'une nuisance, telle une voie ferrée ou une autoroute qui émet de la pollution et du bruit. Et donc, en comparant la variation de prix de différents biens immobiliers dans une ville donnée, en contrôlant de leurs caractéristiques physiques, on est capable de déterminer quelle est la valeur que l'on associe à la composante non marchande, qui est la proximité du parc ou la proximité d'une voie à forte circulation, et de déterminer la plus-value ou la moins-value associée. Et ainsi, on arrive à fixer une valeur au non marchand. Mais là, on reste dans les valeurs d'usage, que ce soit le logement ou sur le marché du travail, les arbitrages qui sont faits sur le marché du travail entre gagner plus et avoir plus de pénibilité dans le travail ou avoir des horaires moins pratiques. Donc là, on révèle une préférence pour le loisir dans ce cas-là, ou les méthodes des coûts de déplacement, le fait que vous choisissiez de visiter un lieu particulier, une plage ou un lieu récréatif plutôt qu'un autre, ça veut dire que les caractéristiques de ce lieu améliorent votre utilité plus que celles qui correspondraient au fait que vous visitiez un autre lieu. Donc là, ce sont les trois méthodes, les coûts de déplacement, les méthodes hédonistiques, l'exemple que j'ai donné avec le marché immobilier, et les dépenses de protection. Quand vous choisissez de vous prémunir d'un risque ou de le diminuer en adoptant, en achetant des médicaments pour limiter votre risque d'être malade ou en adoptant des équipements de sécurité pour réduire votre probabilité de décès, là, vous révélez, par cet arbitrage monétaire entre une variation de risque et l'argent, vous révélez une valeur non marchande. Et tous les exemples que je viens de donner reposent sur des valeurs d'usage. Dans tous les cas, vous allez utiliser le bien, le logement, les médicaments ou vous visitez un lieu. La seule façon de procéder pour évaluer la dimension non marchande et les valeurs de non-usage, c'est-à-dire par valeur de non-usage, on entend un usage futur pour vous-même, un usage futur pour les autres, donc vos descendants, et un usage futur pour vos contemporains, enfin un usage courant pour vos contemporains. Donc ces dimensions-là, on ne peut révéler des préférences des individus et attribuer une valeur aux non-marchands qu'en recourant à des méthodes d'enquête dans lesquelles on va proposer un scénario aux individus dans lequel ils vont devoir réagir comme s'ils étaient sur un marché. Donc on leur propose un arbitrage entre une amélioration d'un bien marchand ou non marchand avec une dimension d'usage ou et de non-usage et on leur demande combien ils sont prêts à payer, leur consentement à payer pour bénéficier de cette amélioration ou ne rien faire et avoir le statu quo. Donc là, on arrive à révéler des préférences qui sont données directement à travers les consentements à payer pour l'usage et le non-usage, le marchand et le non-marchand. Donc maintenant, que peut-on valoriser par ces méthodes? Donc, étant donné que nous sommes là à nous poser la question en tant qu'être humain, c'est que l'approche que l'on va avoir est une approche éminemment anthropocentrique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que notre bien-être va être affecté que l'on va attribuer une valeur à un bien. Donc, tout va passer par une modification de notre bien-être en tant qu'être humain. Donc, cette modification peut passer soit via des variables d'environnement, donc ce sont des effets indirects. Donc là, en jaune, ce sont les dimensions pour lesquelles c'est essentiellement du non-marchand qui est impliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché qu'on puisse utiliser et donc des prix. Et en vert, les dégradations du bâti, les dégradations de l'agriculture, il y a un marché pour la rénovation lorsque la pollution atmosphérique dégrade ou salit les façades ou dégrade des biens historiques. Donc il faut mettre en œuvre des coûts pour les nettoyer ou pour rétablir les monuments historiques. Pour l'agriculture, par exemple, il y a des pertes de rendement liées à la pollution atmosphérique. Et donc ces pertes de rendement, étant donné qu'il y a des marchés agricoles, on peut les quantifier. S'il y a un rendement plus faible, on connaît le prix du quintal de blé. S'il y a X quintal de moins, on peut valoriser
monétairement la perte de bien-être associée au moindre rendement. Il y a ensuite des effets directs qui sont de nature non sanitaire et qui vont passer directement via notre corps, donc les nuisances psychologiques, olfactives ou esthétiques, associées à la pollution en particulier, puisque c'est le domaine qu'on va approfondir aujourd'hui. Le fait que vous sachiez que vous vivez dans un environnement pollué, le fait que vous ayez des nuisances olfactives à sentir le flot de circulation ou esthétique en voyant un nuage brun sur la ville, certains jours lorsqu'il n'y a pas de vent, ça entraîne un désagrément pour vous et vous avez un consentement à payer, vous seriez prêt à payer, ne serait-ce qu'une faible somme, pour diminuer l'impact de ces nuisances sanitaires, directes mais non sanitaires. Et enfin, le bloc le plus important relève des nuisances sanitaires directes, c'est-à-dire qui vont affecter directement votre santé. Et donc là, on peut distinguer ce qui relève des coûts directs, les hospitalisations, les consultations, les traitements médicaux, pour lesquels il y a des marchés. Ce ne sont pas des marchés exactement concurrentiels dans la mesure où ce sont des tarifs, ce sont des marchés régulés, donc des tarifs sont proposés et imposés par le gouvernement la plupart du temps, mais néanmoins, il y a des prix qui sont disponibles sur ces marchés et on peut étudier, lorsque le nombre de cas d'une affection augmente, étudier le prix que ça représente pour le système de soins. Et enfin, dans cet aspect coût direct, il y a le problème des décès, puisqu'il n'y a pas de marché forcément, et donc on est obligé de rechercher une valeur qui représente la somme que la société est prête à investir pour diminuer la probabilité de décès. Donc il faut bien voir que ce n'est pas le prix de la vie humaine, comme on l'entend parfois, mais c'est combien en moyenne la société est prête à investir pour réduire la probabilité de décès, et on ramène cette somme à la valeur statistique d'un décès ou la valeur d'évitement d'un décès. Donc là, c'est en jaune puisque ça relève du non marchand. Et enfin, dernière partie, il y a les coûts indirects qui sont associés à une dégradation de l'état sanitaire, mais qui ne représentent pas eux-mêmes cette dégradation. Les pertes de production, le fait que quand vous êtes malade ou hospitalisé, vous ne pouvez pas travailler, donc votre contribution à la société est diminuée. Et donc là, il y a bien des prix associés à la journée de travail. En moyenne, on peut calculer combien en moyenne chaque Français contribue à la richesse nationale via son activité. Et un certain nombre d'indicateurs, des aspects psychologiques liés au fait d'être malade, mais non pas comme tout à l'heure précédemment au fait de savoir que l'on vit dans un environnement pollué, mais le fait que vous soyez malade a des répercussions psychologiques qui peuvent être valorisées. La douleur, le désagrément, la gêne, les effets induits auprès de vos proches, les coûts induits par le décès et l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs, par exemple, sont autant de composantes pour lesquelles il existe une valorisation non marchande et que l'on peut prendre en compte. Donc, à minima, ce sur quoi s'accordent les économistes quand ils cherchent à valoriser les effets de la pollution atmosphérique, c'est la zone que j'ai représentée ici, à savoir les coûts d'hospitalisation, de consultation, traitement, qui sont les coûts de morbidité, ainsi que le coût associé en termes de pertes productives et la valorisation d'un décès. Ensuite, savoir si tous les autres effets sont pris en compte, ça dépend de l'approche qui est utilisée et des choix qui sont faits lors de la valorisation. Donc en conclusion, après cette première présentation générale, ce que l'on peut retenir, c'est que l'économiste arrivant en bout de chaîne de valorisation, il va cumuler les incertitudes qui se trouvent lors des étapes précédentes, lorsqu'on va mesurer les émissions de pollution, mesurer la concentration, mesurer l'exposition de la population, caractériser le lien entre exposition de la population et survenue de maladies, d'hospitalisation ou de décès. Et donc, il y a tout un tas d'hypothèses qui sont faites lors de ces étapes amont et qui vont entraîner leurs incertitudes qui vont se répercuter lors de la valorisation. Et l'économiste lui-même va ajouter ses propres incertitudes qui vont relever de choix méthodologiques, parmi lesquels le choix de la méthode. Est-ce que l'on s'intéresse uniquement aux marchands ou est-ce qu'on va essayer de prendre en compte le non-marchand? Sur les valeurs monétaires choisies et en particulier celles associées à un décès, sur les effets qui sont pris en compte. Donc souvenez-vous du graphe précédent, il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient être valorisées et on restreint le choix à certaines d'entre elles. Et également, lorsqu'on s'intéresse au long terme, sur le choix du taux d'actualisation qui permet de ramener en valeur actuelle des sommes qui sont obtenues dans le passé ou dans le futur et pour lesquelles la valeur est différente du fait en particulier de l'inflation ou de la préférence pour le présent. Donc tout ceci va contribuer à une dispersion importante des valeurs monétaires qui vont être conditionnées par les hypothèses qui sont retenues lors de chaque évaluation. Donc maintenant, on passe à une seconde partie qui va porter sur les travaux que j'ai pu mener au cours des 20 dernières années dans ce domaine-là.
Donc je vais commencer par quelques rappels. Ces travaux portaient sur la pollution atmosphérique locale ou régionale, c'est-à-dire les indicateurs de pollution de type particulaire, l'ozone troposphérique, l'ozone troposphérique, donc en basse atmosphère, les oxydes d'azote et tous les indicateurs de pollution qui sont mesurés par les stations de mesure. Elle ne prend pas en compte les gaz à effet de serre, donc le CO2 ou le méthane par exemple, l'ozone stratosphérique, donc celui dont on a parlé il y a une vingtaine d'années avec le trou dans la couche d'ozone qui depuis est pratiquement résorbé, et donc le changement climatique. Donc la différence entre morbidité et mortalité, je l'ai évoqué précédemment, et un concept très important qui va revenir dans la suite de l'analyse, c'est les impacts sanitaires qui peuvent être soit de court terme, soit de long terme. Donc ceux de court terme, cela signifie que vous êtes exposé à un niveau de pollution élevé et votre organisme va réagir dans les heures ou les jours qui viennent avec des affections sanitaires, éventuellement des hospitalisations. Donc ce type d'exposition de court terme va entraîner des effets de court terme dits aigus, pour lesquels les connaissances sont accumulées depuis à peu près 70 ans. Donc l'idée c'est que là ce sont des séries temporelles, des variations heure par heure ou jour par jour d'indicateurs de pollution et d'indicateurs sanitaires qui sont observés, et on cherche à déceler dans quelle mesure il y a une corrélation entre les variations des niveaux de pollution et les variations des indicateurs sanitaires. Donc on essaie de corriger de la température, des épisodes de grippe, de la saison, etc. Et au final, la composante qu'il reste, on essaie de voir si elle est reliée aux indicateurs sanitaires. Donc opposé à ceci, il y a l'exposition de long terme qui va entraîner des effets sanitaires de long terme ou chroniques. Ceci résulte d'une exposition à long terme à la pollution. Si vous développez par exemple une maladie asthmatique, ou si vous développez une bronchite chronique, ou si vous développez un cancer du poumon associé à l'exposition à long terme de la pollution, ce ne sont pas les études de séries temporelles qui vont permettre de déceler ce lien. Il faut étudier des populations qui sont exposées à différents niveaux de pollution sur de nombreuses années, ce sont les études de cohorte, et vous suivez ces populations, vous essayez de corriger tout ce qui constitue leur différence en termes d'âge, de richesse, de climat, etc. Et au final, la différence dans le taux de mortalité observé dans ces différents lieux ou les différences dans les taux des maladies, la survenue des maladies chroniques que vous observez est attribuée au niveau moyen de pollution. Et donc là, ce sont des études qui demandent beaucoup de recul, puisqu'il faut plusieurs années, beaucoup de moyens, et donc ça fait à peu près 25 ans qu'on commence à acquérir des connaissances dans ce domaine. Donc si on passe maintenant aux travaux sur lesquels j'ai pu collaborer au cours des 20 dernières années, il y en aura 4 essentiellement que je présente ici. Le premier, au tout début de ma carrière de chercheur, en 95-96, portait sur l'Île-de-France et s'intéressait aux effets à court terme de la pollution atmosphérique. 2-3 ans après, en 98-99, j'ai collaboré à une étude dite trilatérale qui impliquait l'Autriche, la Suisse et la France. Et donc c'était des évaluations France entière, Autriche entière et Suisse entière, faites dans le cadre de l'OMS. En 2008-2011, une étude européenne qui s'intéressait à 25 villes de 12 pays européens, avec une collaboration d'une soixantaine de chercheurs de 13 pays. Et enfin, tout récemment, l'étude qui a été rendue publique en juin 2016 par Santé publique France, qui s'intéressait à la mortalité chronique France entière, et j'ai été chargé de la valorisation économique de cette étude. Donc la première étude, qui a été menée localement avec 3 collègues qui étaient étudiants en thèse à l'époque et un chercheur statisticien, a été initiée à la demande de Corinne Lepage, qui était ministre en charge de l'environnement à l'époque. Elle a demandé à 2 laboratoires, le GRECAM, auquel j'appartenais, et le BETA à Strasbourg, d'évaluer les effets économiques de la pollution atmosphérique en Île-de-France. Et l'idée qu'elle avait était qu'elle est en train de travailler sur la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui a été votée le 30 décembre 1996. Et donc, elle voulait avoir une idée de l'importance des effets sanitaires, en particulier pour, entre guillemets, forcer la main aux parlementaires lors du vote de la loi, en montrant qu'il y avait des effets importants et que c'était une loi importante. Donc on a collaboré à cette étude avec les chercheurs que je viens de mentionner, et l'extrait du rapport qu'on avait à l'époque exprimé en francs était que l'évaluation des effets sanitaires, alors je reviens dessus parce que j'étais un peu vite, c'était la mortalité de court terme, la morbidité de court terme, seulement pour l'Île-de-France, et nous, déjà à l'époque, chercheurs, nous étions dit,
mais il y a des études internationales qui existent qui montrent qu'il y a des effets à long terme. Donc on a essayé de tenir compte par une simple règle de 3, et non pas des études épidémiologiques complexes, mais de la mortalité de long terme. On l'a estimé par application des résultats obtenus par les études internationales. Donc ce que l'on obtenait, c'était que grosso modo l'ordre de grandeur était entre 3 et 8 milliards de francs selon les indicateurs de pollution. On mentionnait déjà que la plus grande partie de ce coût est liée à une exposition durable à des niveaux de pollution moyens, contrairement à ce que l'agitation médiatique autour des pics de pollution pouvait laisser penser. Ici, on a tenté d'évaluer la mortalité et la morbidité chronique à partir des études épidémiologiques internationales, et on a arrivé à un coût d'environ 22 milliards de francs, soit 3 fois plus que les effets aigus, et un nombre de décès associés pour l'Île-de-France annuel à environ 3000. On essayait là aussi d'avoir un peu de prospective sur l'extension de ces résultats à la France entière, en considérant que la population urbaine était environ 3 fois celle de l'Île-de-France. On aboutissait à 20 milliards de francs d'effets associés aux effets sanitaires de court terme ou aigus, et environ 60 milliards pour les effets sanitaires de long terme. Et enfin, on concluait en disant que l'ordre de grandeur des conséquences économiques des effets associés à la pollution sur la santé était à peu près comparable à celui de l'alcoolisme, celui du tabagisme ou celui des accidents de la route. À l'époque, c'était 8500 décès et environ 26 milliards de francs de coûts sanitaires. 2-3 ans plus tard, suite à ces travaux, des travaux à peu près équivalents avaient été menés par le BETA. On a collaboré à cette étude européenne qui impliquait les 3 pays mentionnés précédemment, dans laquelle on étudiait la mortalité de long terme, la morbidité de court terme et un indicateur de morbidité de long terme qui était ce qu'on appelle bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est, pour faire vite, les bronchites chroniques, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caractérisé par la survenue de plusieurs épisodes au cours d'une année, sur plusieurs années, et donc on appelle ça une bronchite chronique, et il y a une perte d'espérance de vie, il y a une perte de qualité de vie qui est chiffrée, et donc le coût, à la fois pour la personne qui est victime d'une BPCO et pour la société, est important. Donc ce travail a été décliné on en a extrait la partie qui concernait la France entière, donc avec un collègue Serge Masson qui avait participé à l'étude du BETA à Strasbourg, en même temps que ce que nous avions fait précédemment à Marseille, donc l'étude commandée par Corinne Lepage, et une doctorante, Pascal Scapecchi, et Jean-Christophe Vergniaud, un chercheur qui était à Strasbourg à l'époque et qui était à Paris au moment de la finalisation de ce rapport. Donc là encore, on avait repris forcément les mêmes résultats que ceux obtenus dans l'étude dite tripartite, et on a ajouté trilatéral, et on a ajouté, là encore par une espèce de règle de 3, la morbidité hospitalière de long terme, en se disant, si on observe une mortalité chronique de long terme, cette mortalité ne survient pas d'un coup. Donc elle résulte d'une exposition de long terme qui va entraîner des passages répétés dans les hôpitaux pour le traitement de maladies chroniques et finalement conduire à des décès prématurés. Et donc là, on reprenait, pour avoir cette estimation, le pourcentage de décès associés à la pollution atmosphérique de long terme dans l'ensemble des décès. On retenait 3 indicateurs hospitaliers qui étaient les cancers du poumon, les maladies respiratoires et les maladies cardiovasculaires, et on appliquait le même ratio, X%, quelques pourcents, et donc on en déduisait à partir des données collectées au niveau national l'ordre de grandeur des effets de la morbidité chronique. Donc les conclusions que l'on avait eues en termes de chiffres suivaient 2 approches. Une approche qui consistait à mesurer les consentements à payer de la population, c'est-à-dire les pertes de bien-être théoriques, lorsqu'on interrogeait la population sur son consentement à payer pour réduire son risque de décès, pour réduire sa probabilité d'avoir une affection liée à la pollution atmosphérique, on obtient des valeurs qui intègrent tout ce qui est autour de cette peur d'être malade ou cette peur de décéder. Et on avait aussi une façon de mesurer qui mesurait les pertes de ressources économiques strictement reposant sur le système de santé ou mesurées par des pertes de consommation. Un décès prématuré va entraîner en moyenne une perte d'une trentaine de milliers d'euros de consommation de la personne avant qu'elle décède. Donc du coup, on a des résultats qui mesuraient le coût global de la pollution atmosphérique, donc exposition aux particules dites PM10, ce sont des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 microns, ici, avec un coût total et un coût qu'on associait uniquement au trafic routier sur la partie droite
du tableau, et on avait le nombre de cas associés à la mortalité en haut, aux hospitalisations, aux bronchites, etc. Avec la première méthode, le consentement à payer individuel. Ici, dans cette colonne et cette colonne, ce sont les pertes de bien-être associées, donc ce n'est pas vraiment des valeurs économiques que l'on peut comparer au PIB. Par contre, ici, ces grandeurs-là, en milliards d'euros, sont des grandeurs que l'on peut ramener au PIB parce que ce sont des pertes liées au système de soins et des pertes de consommation. Donc on voit que les ordres de grandeur étaient environ de 30 000 décès associés à l'exposition anthropique à la pollution atmosphérique et 17 000 décès associés à la seule part liée au trafic routier. Donc là encore, on concluait qu'en termes de réduction moyenne de l'espérance de vie, environ 300 000 années de vie perdues par an, et en termes de coûts directs, de perte de ressources économiques réelles, environ 5 milliards d'euros par an, les effets de la pollution atmosphérique anthropique sont comparables à ceux des accidents de la route. Et l'exercice que l'on menait spécifiquement pour la France sur la morbidité de long terme, avec la règle de 3 que j'ai évoquée précédemment, conduisait à constater que les coûts étaient environ 7 fois plus élevés lorsqu'on prenait en compte la morbidité de long terme, comparé à ceux correspondant à la morbidité de court terme. La troisième étude à laquelle j'ai participé portait sur 25 villes et 12 pays d'Europe sur lesquels on mesurait, mais 13 parce qu'il y avait des membres allemands dans l'équipe, même s'il n'y avait aucune ville allemande, et était financée par l'Union européenne et l'Institut de veille sanitaire, à mesurer la mortalité de long terme, la mortalité de court terme, la morbidité de court terme et la morbidité de long terme. Donc les 4 composantes, court terme, long terme, morbidité, mortalité. Voilà les différentes villes avec les carrés bleus qui faisaient partie de l'étude. Donc on voit qu'il y a des pays du Sud, des pays du Nord, des pays de l'Est. Il y avait 9 villes en France, dont Marseille. Et donc j'étais en charge de la partie économique pour l'ensemble de ces villes. Donc il y a différentes choses qui ont été mesurées, en particulier ici la perte d'espérance de vie associée à une exposition de long terme à la pollution atmosphérique. Donc si on respectait les niveaux recommandés par l'OMS pour les particules, qui sont de 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, donc on voit que pour Marseille, par exemple, qui est à peu près au milieu du tableau, qui a une exposition moyenne de la population à 18,6 microgrammes par mètre cube, il y aurait un gain individuel de 7 mois et demi d'espérance de vie. Donc pour Stockholm, on voit que c'est 0 parce que Stockholm respecte déjà ces niveaux recommandés par l'OMS, puisque la moyenne annuelle est de 9,4. Et on voit qu'au contraire, que pour Bucarest, les niveaux sont extrêmement élevés, d'exposition avec 36 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, et cela correspond à une perte d'espérance de vie de 22 mois. On a aussi évalué... Donc ici... Non, Marseille est à peu près au milieu, donc c'est la 10e, à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12e ville. Marseille avec 18,6 microgrammes par mètre cube d'exposition. La ligne verticale orange reprend le 10 microgrammes par mètre cube qui est la moyenne annuelle recommandée par l'OMS pour l'exposition aux particules de taille 10 micromètres. Ici, on a la correspondance avec le gain en espérance de vie exprimé en mois. Donc pour Stockholm, c'est 0 puisque la valeur déjà respectée. Et pour Marseille, c'est 7 mois et demi. Et pour Bucarest, par exemple, c'est 22 mois, la ville pour laquelle l'effet serait maximal. Merci. Donc on a aussi mesuré quel était l'impact d'une mesure réglementaire mise en œuvre par l'Union européenne, qui était la réduction du taux de soufre dans les carburants, en particulier les carburants diesel. Ça s'est fait sur plusieurs années. Étant donné que l'exposition au SO2 entraîne des décès prématurés, on a pu évaluer quel avait été l'impact de cette politique qui avait commencé dans les années 93 pour se finir en 99. Et donc le fait qu'on ait réduit les taux de soufre dans les carburants a diminué la concentration de soufre, de dioxyde de soufre dans l'atmosphère et donc l'exposition de la population. Et en moyenne, les gains sont de 680 décès prématurés évités par an chaque année depuis que ces nouveaux niveaux de SO2 ont été obtenus grâce à la diminution du carburant, de la teneur en soufre dans les carburants. Enfin, ce qui a été évalué, c'est la mortalité de long terme, 31 milliards d'euros pour les 25 villes, la mortalité de court terme, 200 millions d'euros, les hospitalisations de court terme, 19 millions d'euros, et également, mais je vais revenir là-dessus plus tard, ça sera le seul point relativement scientifique dans la mesure où ça a fait l'objet d'une publication scientifique ici spécifique, c'est l'évaluation de la morbidité chronique, dite de long terme.
Et enfin, avant de revenir sur ce point, donc gardez en tête que l'évaluation pour les 25 villes de la morbidité de court terme est de 20 millions d'euros par an. Et on va comparer ça dans quelques minutes aux chiffres correspondant à la morbidité de long terme. Et enfin, la dernière étude qui a été rendue publique en juin 2016 par Santé publique France portait uniquement sur la mortalité de long terme, mortalité chronique, pour la France entière. Donc c'est une réplication de ce qui a été fait en 98-99 dans le travail pour l'OMS et les 3 pays, mais uniquement pour la France. Il y a 5 scénarios de réduction, 2 mesures de la mortalité, soit en nombre de décès prématurés, soit en nombre d'années de vie perdues. Et les calculs ont été également faits pour les 12 nouvelles régions. Donc, il y a 5 scénarios, comme je vous ai dit. Je vais juste présenter quelques chiffres qui correspondent à l'un de ces scénarios, qui est l'impact annuel d'une situation dans laquelle aucune commune française, donc c'est un travail qui a été fait au niveau de la commune, donc il y a 36 600 communes, aucune commune française ne dépasserait les valeurs guides de l'OMS, c'est les fameux 10 microgrammes par mètre cube de concentration moyenne annuelle qui ont déjà été utilisés comme scénario de référence dans l'étude précédente. Donc là, les résultats que l'on obtient sont environ 17 700 décès. Donc on peut étudier ici la répartition en fonction de la taille de la commune. Il y a les intervalles de confiance épidémiologique qui correspondent à 95%. Il y a 95% de chances que la valeur soit entre ces bornes. Et l'évaluation monétaire qui est faite ici correspond à une valorisation d'un décès à hauteur de 3 millions d'euros, qui est la dernière valeur recommandée en France, qui n'est pas encore une valeur tutélaire à strictement parler, puisque ce n'est pas une valeur qui est présentée comme telle, mais qui est celle utilisée dans la valorisation des projets publics d'investissement depuis quelques années. Donc voilà pour terminer avec les 4 études principales auxquelles j'ai pu collaborer. Donc je reviens ici sur la dimension morbidité chronique. Comment prendre en compte la morbidité chronique et qu'avons-nous fait pour le faire? Donc c'est un travail qui a été fait avec 3 collègues épidémiologistes. Donc Sylvia Medina, avec laquelle je collabore depuis plus de 20 ans, Nino Kinsley depuis un peu moins de 20 ans et Laura Pérez depuis 7-8 ans. Et donc ça consistait à dire, donc on voit que depuis le début de nos travaux, on se dit, économistes et puis collègues épidémiologistes également, la morbidité de court terme et mortalité de court terme, c'est une partie des coûts, mais il y a toute la morbidité et la mortalité de long terme qui est difficile à prendre en compte. Donc il faut des études de cohorte pour la mortalité de long terme. On peut le faire assez facilement, malgré tout, parce qu'il y a des registres de décès. Donc en France, vous avez l'INSERM qui collecte les décès dans chaque commune française et la cause de décès, mais bon, même si on n'utilise pas la cause de décès, uniquement pour réduire les causes accidentelles, on prend tous les décès sauf causes accidentelles, et pour chaque commune française, on sait le nombre de décès chaque année sans avoir à les rechercher. Par contre, pour la morbidité, il faudrait que vous collectiez dans tous les hôpitaux, pour toutes les causes, sur un territoire donné, et en continu, et ça, c'est pas fait de façon systématique. Donc c'est plus difficile d'avoir une mesure de la morbidité chronique. Donc l'idée de laquelle sont partis mes collègues épidémiologistes et après sur lesquels on a travaillé pour la valorisation, est de dire que la population est exposée à divers facteurs qui vont affecter son état de santé. Donc il y a la pollution atmosphérique de long terme ici, mais il y a également des facteurs qui relèvent absolument d'autres causes. Et donc suite à cette exposition, elle va développer des maladies chroniques, certaines étant dues à la pollution, d'autres étant dues à d'autres causes. Donc ça, c'est l'exposition de long terme qui va provoquer ces maladies, cette morbidité chronique. Ensuite, à court terme, lorsqu'il y a une augmentation du niveau de pollution atmosphérique de court terme, vous allez avoir une exacerbation de cet état de santé. Vous allez avoir, par exemple, des crises d'asthme, vous allez avoir des consultations aux urgences pour maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Donc il va y avoir une exacerbation due à la pollution atmosphérique de court terme qui va porter à la fois chez les individus qui ont développé cette maladie chronique due à la pollution et ceux qui l'ont développée pour d'autres causes. Donc jusqu'à présent, ce qu'on fait lorsqu'on étudie la morbidité de court terme, c'est de valoriser ceci. On regarde les variations journalières, des niveaux d'exposition et des affections aiguës, et en évaluant standard, toutes les exacerbations qui sont dues à la pollution atmosphérique, que ce soit chez des personnes qui ont développé des maladies chroniques dues à la pollution ou non dues à la pollution. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait également considérer les exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique. Vous avez une crise d'asthme, par exemple, du fait de l'exposition, vous êtes asthmatique, vous avez une crise d'asthme du fait de l'exposition à un niveau élevé de pollution atmosphérique. Donc là, vous êtes dans le cas A' ou B', c'est-à-dire la pollution atmosphérique va provoquer une crise d'asthme chez quelqu'un d'asthmatique, quelle que soit la raison pour laquelle cette personne est devenue asthmatique.
Mais il y a également ceci qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que même si ce qui va provoquer votre crise d'asthme n'est pas la pollution atmosphérique, mais mettons le niveau de pollen élevé, à ce moment-là, si vous avez développé une affection, votre sensibilité à l'asthme ou le fait que vous êtes asthmatique du fait d'une exposition passée à la pollution atmosphérique, vous serez asthmatique toute votre vie, à un degré plus ou moins important. Mais si vous avez une exacerbation qui n'est pas due à la pollution atmosphérique chez quelqu'un qui est asthmatique du fait de la pollution atmosphérique, il faut néanmoins prendre en compte ceci et l'attribuer à l'exposition à la pollution atmosphérique. Donc ce qu'on proposait, c'était donc de prendre en compte dans une évaluation totale ce bloc-là à seconde qui correspond à l'aggravation d'un symptôme dû à une exposition à court terme à la pollution atmosphérique, à l'exposition à court terme non due à la pollution atmosphérique, mais chez les personnes qui sont asthmatiques du fait de la pollution atmosphérique, par exemple. Ce bloc-là rouge, comme c'est fait d'habitude, mais également ce bloc bleu qui est en fait le coût de la pollution atmosphérique, le coût que la pollution atmosphérique fait porter chez les personnes qui sont devenues asthmatiques ou qui ont développé une bronchite ou qui ont des maladies coronariennes du fait de l'exposition à long terme de la pollution atmosphérique. Donc l'approche globale, complète que l'on propose, c'est de prendre en compte ceci qui est pris classiquement en rouge, également le coût à long terme de la pollution atmosphérique, que la pollution atmosphérique fait peser sur le système de santé via les maladies chroniques, qui va être énorme parce que quelqu'un qui est asthmatique, c'est un traitement à vie, c'est le fait qu'elle va avoir des passages aux urgences assez régulièrement, potentiellement une réduction de l'espérance de vie pour les cas d'asthme les plus graves, et également ce bloc en vert. Donc si on garde en tête ce bloc couleur, je passe sur la façon dont on a procédé. Ici, on a l'évaluation standard. On l'a effectué pour 10 villes, parce que c'est un très gros travail de mesure, mais pour 10 villes de l'étude AFECOM des 25 villes, on a calculé quelle était la morbidité chronique associée à l'asthme chez les moins de 17 ans et aux maladies coronariennes chez les plus de 65 ans. Voilà l'évaluation standard que l'on a dans nos 10 villes de l'aggravation des maladies chroniques uniquement dues à l'exposition de court terme. Donc ici, on a l'évaluation standard de la morbidité de court terme, 500 000 €. Lorsqu'on rajoute le bloc vert, qui sont les aggravations, les exacerbations non dues à la pollution atmosphérique, mais qui surviennent chez des individus qui ont développé une maladie chronique du fait de l'exposition de long terme à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire du fait qu'elle réside à proximité de voies à grande circulation, on obtient 10 millions d'euros. Si on rajoute maintenant l'ensemble du coût des maladies chroniques dues à la pollution atmosphérique, une maladie coronarienne, une bronchite chronique ou un asthme pris en compte vie entière, on aboutit à 321 millions d'euros et l'ensemble des trois fait 330 millions d'euros. Donc lorsqu'on a estimé pour ces 10 villes une évaluation de la morbidité de long terme, morbidité chronique, on aboutit à 330 millions d'euros à comparer des 19 millions d'euros qu'on avait pour la seule évaluation des effets de court terme, de la morbidité de court terme. Donc si je fais un bilan ici de ce qu'on a vu, on peut se demander pourquoi, alors que les niveaux de pollution globalement depuis 20 ans sont constants, voire pour certains en décroissance, pour d'autres en légère croissance, mais globalement admettons qu'ils soient à peu près stables, pourquoi les évaluations économiques des effets de la pollution atmosphérique croissent-ils? Donc il y a divers phénomènes qui peuvent expliquer ceci. Le premier, c'est qu'il y a une amélioration des méthodes de mesure. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine, il y avait quelques stations de mesure qu'on appelait fumée noire ou PM13. C'est un petit peu différent, mais PM13, ce sont des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 13 microns. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de stations de mesure à l'échelle du territoire qui mesurent des concentrations en particules pour des particules inférieures à 2,5 microns, voire même 1 micron. Et on sait maintenant, et en particulier les véhicules diesel et les filtres à particules, transforment des particules qui étaient relativement grosses et qui étaient arrêtées au niveau des voies respiratoires en particules ultra fines qui vont passer la barrière pulmonaire et passer dans le sang et donc provoquer des maladies cardiovasculaires. Il y a l'augmentation du nombre de stations de mesure, il y a des connaissances qui s'améliorent tant sur la modélisation de l'exposition que la modélisation, les modèles utilisés pour déterminer les relations épidémiologiques entre exposition et risques sanitaires. Les études de cohorte qui prennent du temps commencent à apporter leurs résultats. Il y en a une française qui a apporté des résultats qui a été utilisée en 2016, alors qu'avant il fallait se fonder sur des études internationales. L'étendue des effets augmente, vous l'avez vu. Au départ, on a travaillé que sur la mortalité et la morbidité de court terme. Et maintenant, on intègre la mortalité de long terme et la morbidité morbidité et mortalité de long terme. Et enfin, l'évaluation monétaire elle-même s'améliore. On prend en compte de plus en plus le non marchand,
la valorisation, la valeur tutélaire utilisée pour valoriser la vie humaine, celle qui était utilisée jusqu'en 1994, qui datait d'une directive des routes, c'était 27 millions d'euros de l'époque, donc ça fait 0,27 millions d'euros, soit 0,45 millions d'euros 2012. C'était celle qui était utilisée à l'époque pour valoriser tout projet qui impliquait une variation de la probabilité de décès, tout projet public qui impliquait une variation de la probabilité de décès. Maintenant, la nouvelle valeur qui est utilisée par l'OCDE et par la France et par la dernière instruction royale qui est chargée de fixer la façon dont on calcule les effets d'une politique publique, c'est 3 millions d'euros. Donc par ce simple fait, mathématiquement, il y a une augmentation de la valorisation, de l'impact économique, de la pollution atmosphérique. Donc là, je ne sais pas si je continue sur la dernière partie ou si on marque une pause. Donc dernière partie, c'est quel a été l'impact, et ce sera plus rapide, des résultats que l'on a pu avoir. Donc malheureusement, je dois déplorer qu'en France, et en particulier pour avoir travaillé avec des collègues à l'étranger, l'environnement n'a jamais été une priorité gouvernementale. C'est-à-dire que lorsque les arbitrages ont dû se faire, les ministres en charge de l'environnement se sont battus, pour certains plus que d'autres, et malheureusement, les arbitrages ont très rarement été en faveur de l'environnement. Et un exemple est que, par exemple, j'ai pris la peine de regarder entre 1997 et 2014. Donc en 17 ans, nous avons eu 14 ministres différents en charge de l'environnement. Et si je dis en charge de l'environnement, c'est que la dénomination elle-même du ministère a changé 10 fois. Il y a eu l'aménagement du territoire, l'énergie, la mer maintenant, le MEDAT, le MEDE, le ME. Et donc l'étendue des compétences du ministère lui-même a varié, mais c'est très rare que le ministre en charge de l'environnement ait eu assez de poids pour, lors des arbitrages gouvernementaux, faire passer des politiques favorables à la réduction des effets sanitaires associés à la pollution de l'air. Donc le tout premier rapport auquel j'ai participé, donc comme je l'ai dit, il a contribué à sensibiliser les parlementaires lors du vote de la LOR. Il a fait que j'ai participé à la cellule prospective et stratégique du ministère de l'Environnement, et ces résultats ont été largement repris dans un ouvrage qui rendait compte au ministre de l'Environnement de l'évaluation économique dans la décision publique. Le second rapport est celui qui a eu le plus d'impact, qui a fait le plus de bruit en tout cas, en particulier parce que c'était la première mesure France entière des effets à long terme de la pollution atmosphérique, et d'autre part parce qu'il avait eu le malheur de chiffrer la part liée au trafic routier. Donc, de ce fait, on s'est trouvé face à des conflits d'intérêts entre le ministère en charge des transports, qui lui aussi a changé de dénomination à l'époque, c'était le METL, il y avait l'équipement, transport et logement, et le ministère en charge de l'environnement. Le ministère de l'équipement et des transports contestant les chiffres et œuvrant pour qu'ils ne soient pas pris en compte dans les arbitrages. Le ministère en charge de l'environnement bataillant dans l'autre sens. À l'époque, c'est Dominique Vonnet qui était en charge de l'environnement. Et donc, il y a eu, j'ai participé à un certain nombre j'ai fait des présentations sur lesquelles de ces travaux pour lesquels des représentants des ministères des Transports étaient extrêmement virulents. On a participé à plusieurs groupes de travail et donc je vais les présenter rapidement après. Mais globalement, ce que je retiens de cette période, c'était qu'il y avait une relative frilosité scientifique pour être politiquement correct. Par exemple, l'Académie des sciences concluait sur les travaux qu'on avait pu mener en disant « Ces faits n'excluent pas un impact de la pollution sur la santé, mais suggèrent qu'il ne s'agit pas d'un déterminant majeur. » Où le commissariat général du plan disait, et donc c'est Marcel Boiteux ici qui s'exprimait, qui était en charge de fournir un rapport au plan disant comment évaluer les investissements publics qui ont des impacts sur l'environnement, des impacts sur le temps de transport, les impacts sur la pollution atmosphérique, les gaz à effet de serre, etc. De ce débat et de cette confrontation entre le ministère des Transports et le ministère de l'Environnement, il résulte en tout cas que si le groupe de travail en venait à se référer aux résultats de l'OMS, la prudence exigerait, en attendant confirmation, de ne faire qu'une partie du chemin entre les valorisations actuelles et celles qui découleraient de l'utilisation de ces résultats. Donc il y a eu un arbitrage qui a été effectué en disant on ne peut pas nier ces résultats. L'Académie des sciences, elle, proposait 3000 décès. Nous, on proposait 17 000. Ils ont dit on va arbitrer en prenant la borne basse de notre intervalle de confiance qui était 10 000 décès, et laissant le choix aux décideurs publics de prendre soit la valeur centrale 17 000 euros, soit celle proposée par l'Académie des sciences qui était 3 000 euros, en disant que les pertes, en se fondant en fait sur les décès de court terme, la mortalité de court terme.
Par contre, à l'international, la Suisse a utilisé directement le résultat de l'étude pour taxer les poids lourds pour leurs émissions, sans que ça soulève la moindre objection. Et plus récemment, le CIRC a classé les gaz d'échappement des moteurs diesel comme cancérigènes avérés pour l'homme, ce qui est le niveau d'évidence le plus élevé, et ceux des moteurs essence comme cancérigènes possibles pour l'homme. Donc là encore, c'est des panels de scientifiques qui analysent la littérature pendant des mois et des mois. Ils sont 24 à décider, et en juin 2012, quand ils ont classifié les gaz d'échappement des moteurs diesel comme cancérigènes avérés, c'est que l'évidence scientifique était là. Donc, personnellement, l'étude elle-même, je l'ai présentée à plusieurs reprises lors de la commission Boiteux, comité de précaution et prévention des ministères, au ministère des Finances notamment. Il a donné lieu à une note préparatoire que j'évoquais avec des collègues ici pour Dominique Voynet. Il fallait résumer 2 ans de recherche et 30 scientifiques en une page. Donc les ministres, ils veulent une page pour avoir assez leur position. Et elle a très bien défendu à Londres cette conférence où il y avait 54 ministres et qui a marqué une avancée dans la prise en compte de l'environnement et de la santé. Avec des collègues, Jean-Christophe Vergniaud en particulier, on a émis des propositions d'action pour le plan national santé-environnement de 2004, à destination du ministère de la Recherche. Et quelques mois après, on a envoyé une note critique parce que les directions qui étaient prises par ce PNSE étaient, à notre avis, trop frileuses également. Et, bon, j'ai oublié de mentionner, mais pendant toutes ces années, j'ai travaillé avec d'autres collègues, en particulier du GRECAM et puis d'autres laboratoires, sur des aspects méthodologiques liés à la valorisation des effets de la pollution atmosphérique, sur la prise en compte de l'altruisme, sur la prise en compte des effets de long terme, d'un point de vue méthodologique et le temps de latence, sur la valorisation de l'évitement d'un décès dans le contexte de la pollution atmosphérique, parce qu'il n'y avait aucune valeur qui existait en 1999 dans le monde sur cette valeur. Et le dernier rapport AFECOM de 2011, donc là, il y a eu, je qualifierais de mobilisation du pouvoir législatif et administratif au niveau national, parce qu'il y a eu des auditions au Sénat et à l'Assemblée nationale de commissions d'enquête parlementaires, une audition par la Cour des comptes sur le coût économique et sanitaire de la pollution atmosphérique. Il y a eu un rapport pour le Sénat dont on a parlé qui évaluait globalement à une centaine de milliards d'euros le coût annuel de la pollution atmosphérique en France. Et au niveau de l'exécutif national, je dirais qu'à part le rattrapage du différentiel de taxation diesel-essence qui s'est amorcé lors de ces dernières années, les politiques des portiques et du paiement des transports routiers a été très vite abandonnée suite au bonnet rouge de Bretagne, alors qu'elle devait financer les transports publics, par exemple. Mais au niveau localement, il y a eu beaucoup de politiques très dynamiques de la part des villes, La Rochelle, Nantes, Strasbourg, par exemple, ou Lyon même, qui ont massivement investi dans les transports publics. Maintenant, savoir ce que le dernier rapport de Santé publique France 2016, l'impact qu'il aura, on ne peut pas trop dire. Donc pour finir, s'il y a quelques grandes lignes à retenir de tout ceci, c'est que les effets de long terme sont bien plus importants, enfin vous l'aurez finalement retenu, que ceux de court terme, tant pour la morbidité que pour la mortalité, que jusqu'à présent, les gaz à effet de serre, qui sont la pollution globale, et les polluants locaux issus des transports, ont jusqu'à présent été analysés, y compris au niveau de la Commission européenne, de façon indépendante. Et donc Delphine Batho récemment disait qu'il y avait une véritable schizophrénie, en octobre 2016, disait qu'il y avait une véritable schizophrénie de la part de nos gouverneurs, d'analyser le problème réchauffement climatique, le problème polluants locaux de façon indépendante, alors que les émissions sont communes. Pour la plupart, ce sont la combustion des combustibles fossiles, et en particulier l'essence, le diesel ou le charbon éventuellement, mais l'essence et le diesel qui vont émettre simultanément du CO2 et des polluants locaux. Et donc il faudrait les gérer conjointement. Et si on les gère conjointement, la politique, on peut prouver que la politique la meilleure est de réduire structurellement le nombre de kilomètres parcourus, auquel cas vous réduisez simultanément les polluants locaux, les polluants globaux et toutes les externalités liées à la congestion, au transport, au bruit et aux accidents et aux nuisances esthétiques, alors que si vous ciblez les polluants locaux avec les filtres à particules, les filtres à NOx ou les émissions de CO2, on a vu récemment que les constructeurs européens trichaient de façon éhontée sur leurs émissions pour le NOx, pour le CO2 également, puisque le différentiel est de 40% entre les émissions réelles et les émissions mesurées, en réglant leur moteur, ou même pire, en réglant leur moteur de façon optimale pour les conditions dans lesquelles les tests sont passés. Ça fait partie du jeu. Vous connaissez les règles du jeu, vous adaptez vos moteurs. Mais tricher en rajoutant un logiciel qui détecte si vous êtes en train de passer un test ou non, là, ça fait partie d'une triche caractérisée. Et enfin, les deux derniers points sont que
lorsqu'une politique met en œuvre au niveau local une stratégie qui favorise les transports publics, elle va agir simultanément sur les émissions de polluants locaux, sur les émissions de gaz à effet de serre et également sur la qualité de vie au niveau local. Donc c'est une stratégie gagnante, même au niveau local. La moindre action au niveau local, il n'y a pas besoin d'attendre des décisions au niveau national, que des choses soient imposées. On peut prendre au niveau local des décisions qui sont favorables. Et enfin, un dernier point, c'est que ça paraît évident, mais plutôt que de chercher à traiter du mieux possible une fois que les dégâts sont faits, ex post, les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique, il vaut mieux se poser le problème ex ante et tenter de réduire ces externalités environnementales, puisque s'il y a moins d'émissions, il y aura moins de cas sanitaires. Il ne sera pas nécessaire de mettre en œuvre des politiques sanitaires ou d'avoir un coût imposé si, à l'origine, les émissions sont réduites avant même la survenue limitant la survenue de problèmes sanitaires. Voilà, merci pour votre attention.